Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à un nouveau live de Optoys. Ce soir, Optoys vous propose de rencontrer une personne extraordinaire. C'est un live différent. Je suis vraiment honorée de partager ce soir l'écran avec un écrivain et un philosophe exceptionnel. Bonsoir Joseph Chovanec. Bonsoir, bonsoir tout le monde et vraiment merci pour votre accueil et merci pour ce temps partagé. Non, mais vraiment, merci à vous, à toute l'équipe Optoy. C'est vraiment honoré et ravi de vous savoir et que vous ayez accepté notre invitation. Vraiment, merci. Je vous en prie. Donc, je vous propose de partager une heure ensemble. Vraiment, une première partie un peu de style interview avec les questions qu'on a récoltées de notre communauté. On a ouvert les questions. On a plein de familles, des professionnels, de tous les domaines de l'handicap, aussi de l'autisme Asperger, qui sont ravis de pouvoir vous poser les questions. Et donc, du coup, au début, je vais être un peu porte-parole de eux. Et à la fin, on va laisser 15-20 minutes pour les questions en direct qui vont défiler sur notre page Facebook. Et donc, du coup, on va essayer de répondre en direct. Donc, bon, c'est parti. Ça vous va? Super. Donc, Joseph Chovanec, on ne vous présente plus. Vous êtes devenu un référent dans le monde de la francophonie et aussi en France. Mais pour ceux qui aujourd'hui ne vous connaîtraient pas et qui nous suivent ce soir, pourriez-vous nous dire qui est Joseph Chovanec? Oui, donc bonsoir. Alors, je m'appelle Joseph Chovanec, mais tout le monde m'appelle Joseph, c'est beaucoup plus simple, hein. Pour mon malheur, je suis né le même jour et la même année que Britney Spears. Donc, pendant longtemps, je pensais que c'était notre seul point commun, mais j'ai appris que, en fait, ni elle ni moi ne savions chanter, hein. Ça nous fait un deuxième point commun. Bref, en tout cas, vous dire également que j'ai passé une enfance très semblable à celle de quasiment tous les enfants autistes, avec toutes sortes de difficultés, toutes sortes aussi de bonheur, on peut le dire, et on y reviendra, je l'espère, sur cette thématique des joies, du bonheur quand on est différent. Et donc, présentement, je passe différentes péripéties qui ne sont pas importantes. Présentement, je travaille comme accompagnateur d'adultes concernés par l'autisme, entre autres dans une grande université, l'université de Louvain, qui est une grosse université belge. Mais je dirais mon cœur reste du côté des associations. Et c'est à elles que je consacre le plus clair de mon temps, de mon énergie. Donc, aux familles, aux associations, et puis un peu à tout ce combat pour rendre notre monde un petit peu plus inclusif. Mhm. Et est-ce que l'autisme fait partie de votre identité, vous? Ah, inévitablement, hein, on ne peut pas le cacher, hein. Quand on est autiste, ça se voit. Pas forcément que les gens comprennent que l'autre en face de soi est autiste, mais ils se disent, ah, il est bizarre, ou ça ne va pas la tête, et diront, ah, il est étranger. Hein, ça, c'est une réaction classique, mais étranger par rapport à qui, par rapport à quoi. Voyez. Donc, les gens sentiront une bizarrerie. Souvent, quand ils ne comprendront pas, ça se transformera en exclusion, hein. Mais donc on ne peut pas nier que l'autisme fasse partie de votre identité, mais ça ne résume pas toute votre identité. Les gens qui soient autistes ou non autistes ont une palette d'autres particularités, de traits de caractère, traits de personnalité. Les humains changent, les humains évoluent, et c'est une excellente chose, hein. Et en particulier, si j'ose passer ce message pour les parents d'un enfant, hein,
concernés par exemple par l'autisme ou d'autres handicaps, la personne autiste grandit, la personne autiste évolue. C'est très important de le savoir, hein. En aucun cas, il ne faut croire que tel ou tel profil, tel ou tel bilan médical qui vaut à 3, 4, 10 ans d'âge vaudra toute la vie de la personne. C'est évidemment faux, quoi. Il ne faut jamais oublier cet élément de perpétuelle surprise que nous réserve la fréquentation des gens autistes. Et l'une des plus belles choses, l'une des plus belles expériences qu'il m'est donné de faire dans ma petite existence, c'est de voir des gens autistes au cours de leur vie, parfois depuis des années, et en fait, on ne les reconnaît plus, quoi, et c'est excellent, quoi. Donc, oui, l'autisme fait partie de qui on est, mais non, ça ne définit pas totalement qui on est. C'est noté, c'est très important cette nuance. Est-ce que c'est difficile ou ça a été facile à accepter justement cette particularité d'être autiste? Mon cas est peut-être un peu différent de celui de la plupart. Je fais partie des vieux à présent. En tout cas, j'ai été l'un des adultes autistes en France les plus anciennement diagnostiqués, hein. Donc, je suis en quelque sorte un dinosaure d'une époque révolue. Donc, ma situation n'est plus forcément si représentative que cela à cet égard, hein. Pour ma petite part, j'ai reçu le diagnostic d'autisme quand j'étais jeune adulte, alors que j'étais psychiatrisé du fait des médicaments et autres produits. Il y a un terme vulgaire qui me venait à l'esprit, mais du fait des médicaments et autres produits que l'on me faisait ingurgiter, pour le dire poliment, eh bien, donc j'étais dans un état tel que quasiment n'importe quelle annonce de diagnostic ne m'aurait guère surpris, hein. Pour le dire peut-être avec une pointe d'ironie, si on m'avait annoncé que j'étais au 5e mois de grossesse, je n'aurais été guère surpris, quoi, hein, voyez. Donc, bon, bref, ça c'est un cas qui m'est peut-être un peu particulier, mais par rapport, je dirais, aux annonces de diagnostic dans un cadre un peu plus normal et plus sain, quoi, hein, on peut le dire, ça fait un choc, hein. Il y a beaucoup de réactions de déni, hein, ça, c'est assez classique. Il y a un certain nombre de parents, lorsque l'enfant est diagnostiqué durant son enfance, hein, il y a un certain nombre de parents qui sont dans le déni, qui disent, mais non, mon enfant n'est pas handicapé, mon enfant veut vivre une vie normale, ce qui est, je dirais, tout à fait respectable, hein, mais simplement, à ces parents-là, on doit dire que l'autisme n'empêchera pas votre enfant de mener une vie heureuse, hein. Votre enfant pourra mener une vie tout à fait chouette, tout à fait épanouie, faire beaucoup de choses, hein. Donc, à rien ne sert que de vouloir nier, je dirais, une réalité, hein, lorsque l'enfant est concerné par l'autisme. Il y a malheureusement un autre aspect des choses et dont on parle très peu, hein, c'est que à l'âge adulte, hein, et au début de l'âge adulte, il y a un certain nombre d'adolescents devenus adultes qui renient leur diagnostic, hein. Enfin, c'est un autre phénomène, hein, et qui souvent plonge dans des périodes très compliquées au tout début de l'âge adulte, d'où une nécessité absolue de concevoir un cadre plus intelligent, plus porteur, plus humain, plus inclusif. Prenez le terme qui vous plaira. En particulier pour ces personnes-là, on voit de très grandes exclusions, hein. Bon, peut-être qu'on reviendra sur cette notion. Merci beaucoup. Et pour vous, vous considérez l'autisme comme un handicap ou plutôt comme une particularité ou une singularité dans la diversité humaine, on peut dire? Le handicap se définit par rapport à son environnement, hein. Je peux donner un exemple un peu bête, hein. Être japonais en soi, ce n'est pas un handicap, hein. Vous voyez, c'est ni bien ni mal être japonais. À titre personnel, je dirais que c'est bien, mais ça, c'est parce que j'aime le Japon. Mais par exemple, si vous êtes japonais, japonaise, et qu'on vous met dans un environnement qui déteste les Japonais, alors là, clairement, oui, être japonais, ça sera un handicap. Voyez? Donc, il y a une relativité de cette notion du handicap. Donc, l'autisme
dans certains environnements, dans certains cadres, oui, est un handicap, même majeur, l'un des plus excluants, par exemple, pour trouver un emploi, hein. Mais néanmoins, je pense que l'autisme plutôt, plus fondamentalement, devrait être perçu, comme vous l'avez dit, comme faisant partie de cette très grande diversité humaine, hein. Peut-être que vous avez vu passer ce livre assez fascinant, l'un de ces livres qui vous laisse un peu songeur, hein, de Yuval Noah Harari, hein, Sapiens, un livre assez fascinant, hein. L'auteur est préhistorien, je ne le suis pas, mais je partage avec lui cette question qu'il pose au début. Et si l'être humain aujourd'hui, comme il y a des dizaines de milliers d'années, était fondamentalement pluriel? Quelles applications cela aurait, par exemple, sur notre philosophie, sur notre vision de la société? La réponse à sa question, je pense qu'on peut la donner. Cette diversité fondamentale, elle existe aujourd'hui encore. Euh, Pas forcément sous les mêmes labels, je dirais presque biologiques qu'il y a 100 000 ans, quoi, hein, mais l'être humain n'est pas résumable à une copie l'un de l'autre. Et j'allais dire heureusement, sinon notre monde serait Ouais, c'est ça, totalement inintéressant. c'est sûr. Et, euh, et donc, du coup, si on prend en compte cette particularité, est-ce que pour vous, dans votre vie, à l'école, ça a été un environnement qui vous a fait sentir une particularité ou vraiment un handicap? Ont clairement un handicap pour ce qui est de ma scolarisation, sachant que, encore une fois, j'étais enfant dans les années 80, hein, donc les choses sont peut-être un peu différentes, quoique. Donc, j'ai été peu scolarisé, hein, qu'on se le dise, il y a des années entières où je ne suis pas allé à l'école, et le peu que j'ai pu être scolarisé, cela a été dû à différents petits miracles, au fait que mes parents aient connu les différents directeurs d'établissements privés de toute petite taille où j'étais. Quand le directeur est un ami de la famille qui vient le dimanche au repas, oui, ben, on peut trouver des arrangements, quoi, hein. Et parce que j'ai une sœur de 4 ans plus âgée que moi qui est vraiment l'élève modèle, seule dans tous les profs rêvent. Et donc, les profs pensaient que le petit frère allait être pareil, ce qui était une lourde erreur. Mais une fois qu'ils constataient leur erreur, trop tard, j'étais déjà dans leur classe, quoi. Voilà. Donc, bon, je le dis de façon un petit peu rigolote, mais ce n'était pas forcément drôle, hein. Et je suis tout à fait conscient d'avoir, en quelque sorte, gagné un jeu de roulette russe, quoi, hein, parce que pendant des années, des décennies, la scolarisation des enfants autistes, c'était la roulette russe, hein. Ça l'est un petit peu encore, malheureusement. Mhm. Et puis dans votre parcours, notamment les études un peu supérieures, est-ce que cet environnement a changé? Est-ce que vous avez vécu votre autisme d'une façon positive ou c'était un handicap? Je pense aux études de philosophie, par exemple. Oh, ça, c'est une bonne question. Je pense, et pour maintenant travailler à l'université, hein, je pense que selon les domaines, hein, vous Mm. trouvez des environnements qui sont plus ou moins autism friendly, hein, Mhm. selon ce que vous faites comme études. Bien sûr, l'université peut devenir beaucoup plus inclusive, hein, mais spontanément, sans mesure inclusive particulière, hein. Il y a une très grosse différence entre des études, allez, quitte à un peu être caricatural, des études de marketing où ça pourrait être un petit peu plus, on va dire, difficile pour la plupart de nos amis autistes. Et puis des études, et ce n'est pas une blague, de vieil éthiopien, quoi, ou alors de ougaritique, hein. Et je suis des étudiants, hein, très brillants en études d'ougaritique. Quand vous faites des études de vieil éthiopien ou d'ougaritique, vous êtes seul avec le prof, un prof qui est ravi d'avoir un étudiant après des années sans rien, et un prof qui est souvent est aussi bizarre que vous d'ailleurs, hein, donc il vous croit que vous êtes normal, hein, ça c'est bien ça. J'adore l'ironie que vous mettez dans toutes vos réponses. Donc, si on continue à explorer cet environnement qui fait que le regard compte, donc du coup, c'est un regard qui peut nous faire sentir handicapés ou normal. Est-ce que quels seraient les changements? Ou est-ce que vous savez beaucoup voyager? Est-ce que vous savez trouver
des endroits où vraiment vous vous êtes senti vraiment dans un environnement vraiment inclusif? Mm. Ah, alors ça c'est une bonne question, mais en quelques minutes c'est redoutable parce que Oui. j'aurais envie de parler pendant de longues heures, hein. Pour le dire un peu, c'est une conviction qui m'est personnelle, hein, qui peut surprendre, Mm. hein, mais c'est une conviction que j'ai. Je pense que nos pays occidentaux sont des pays très excluants, quoi, hein. Les Mm. pays occidentaux sont des pays qui sont peu humains, quoi, peu ouverts à la différence, hein. Bien sûr que les choses ne sont pas forcément idéales au tiers-monde, hein, ou idéales dans des pays radicalement non occidentaux, mais il y a des solidarités au sein des familles, au sein des tribus, selon les cas. Il y a différentes options pour un devenir personnel, hein. Par exemple, dans certaines cultures, quand vous êtes adulte autiste, c'est-à-dire peu verbal, c'est pas très à l'aise à l'oral, hein, donc vous pourrez faire un métier de berger. Voyez, Mm. c'est un beau métier, hein, et parfois je suis jaloux, hein, d'ailleurs, hein. Vous voyez, de nos jours, en Europe, ce type de métier n'existe plus vraiment, ou alors juste dans des cas rares. Je ne parle pas tout à fait à la légère, hein. J'ai pu Mm. visiter nombre de lieux, parfois très reculés, hein, dans l'océan Pacifique où j'ai habité, en Afrique. J'ai toutes sortes d'amis dans différents endroits, hein, mais je conserve cette conviction que en Europe, notamment Europe occidentale, nous avons du boulot, quoi, hein. Ouais. Et quels seraient les ingrédients de cette recette d'ouverture à la différence? Je sais que c'est difficile parce qu'on a peu de temps, mais je ne sais pas. Déjà, il y a un point qui est fondamental. Il faut que les enfants différents soient présents à l'école pour que les autres enfants, les enfants dits valides, apprennent dès le début de la vie à fréquenter des enfants différents. Ça, c'est très important, hein. Et Oui. ça manque, voyez. Quitte à faire un peu dans les caricatures, un enfant au Cameroun, hein, fréquentera dès le début de sa vie toutes sortes de gens, quoi, hein. Des enfants qu'en Occident diagnostiqueraient autistes, qui ne sont pas diagnostiqués autistes, hein, forcément, mais Mm. il acquérera une certaine habitude de rencontrer des gens de toutes sortes, quoi. Et ça manque. À quoi sert l'école, pour le dire un peu brutalement? Mm. L'école ne sert pas à apprendre quand tu es mort Louis XIV. Et d'ailleurs, si vous savez la date, vous avez un diplôme d'autisme au chocolat qui vous attend, quoi, hein, chez moi. Donc non, l'école ne devrait pas servir à ça, hein. Ça, vous pouvez le voir sur Google ou autre, hein. L'école, par contre, devrait, à mon sens, servir à ces apprentissages humains fondamentaux, hein. Mm. Très juste. Et vous aimez voyager, vous avez proposé dans un de vos livres un voyage à Autistan. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est la vie chez l'Autistan, dans ce pays? Voilà, le concept d'autistan, c'est une sorte de reprise amusante du fait que on est toujours considéré comme étranger, hein, voyez. Donc, puisqu'on est toujours censé être étranger, mais sans savoir d'où on vient, donc on peut s'imaginer une sorte de patrie virtuelle, entre guillemets, hein, avec un suffixe en stan, parce que ça fait rêver, ça fait Mm. penser à l'Asie centrale. Et puis dans les langues indo-européennes, les suffixes en stan évoquent le lieu, hein, l'emplacement, voilà, donc le lieu des autistes, si vous préférez, hein. Donc bon, que chacun prenne le terme qui lui plaira le Mm. plus ou le mieux, hein. Et Christian, est-ce que je peux vous proposer un petit voyage en 2 minutes? Et Mhm. ça nous amènera vers un petit détail du bonheur à la sauce autiste, hein, un petit aperçu de ce qui, pour ma modeste part, est le bonheur. Donc, le voyage commence il y a très longtemps.
hein, il y a plusieurs millénaires. Hein. Alors, j'espère que ça vous plaira. Alors, ne soyez pas, j'allais dire, intimidés. Ça commence de façon un petit peu bizarre, mais vous verrez, ça sera un chouette petit voyage. Hein. Donc, le voyage commence il y a plusieurs millénaires, hein, avec ce très vieux manuscrit que l'on trouve, par exemple, à la mer Morte. Hein. Donc, mer de sel, hein, en hébreu, Yam HaMelach. Et donc, là, de ces extraits, l'une de ces petites phrases qui est donc de Yeshayahu, hein, donc Isaïe en français, hein, donc que le désert et le sol brûlé se réjouissent. Hein, vous voyez, donc littéralement, il est dit, hein, que le désert peut fleurir comme la rose, hein, Kahavatsalet, hein, pour le dire avec les mots. Donc, comment est-ce qu'un désert aussi aride que celui que vous voyez peut fleurir, hein, comme cela? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas forcément un miracle, c'est un phénomène naturel. Pour cela, il faut partir en voyage. Voici une carte avec une flèche bleue, j'espère que vous la voyez, j'essaie de la faire grande, qui pointe donc à un territoire très particulier à la frontière entre le Yémen et le sultanat de Oman. Hein. Et à cet endroit-là, il y a un désert, l'un des déserts les plus redoutables au monde, le Ruba al-Khali, donc littéralement le quartier vide. Hein. Et dans ce désert-là, il y a une particularité, c'est qu'une fois par an, quand vient la mousson, eh bien, en quelques heures, ce désert cruel devient vert et devient jardin. Voici l'une des images de ce territoire totalement fermé. Hein. Ce sont peut-être l'une des régions les plus difficiles d'accès actuellement au Yémen. Hein. D'ailleurs, le nom yéménite de la province est tout à fait drôle. Hadramaut en arabe, ça veut dire la mort est arrivée, quoi. Hein. Donc, bon, ça donne un petit aperçu des choses. Hein. Alors, ce climat très particulier permet la croissance d'un arbre tout à fait unique. Celui que vous voyez, c'est l'arbre à encens. Pour les amateurs des mots latins, c'est Boswellia sacra. Et le mot latin, le nom latin dit bien l'usage sacré de ce petit arbre. L'encens, d'où vient l'encens? En fait, l'encens, c'est la sève de ce petit arbre du désert qui ne pousse que à cet endroit-là. Voyez? Alors, bien sûr, de nos jours, on fabrique de l'encens chimique, mais ce n'est pas du vrai encens. Le vrai encens naturel ne vient que de cet arbre. Et à force d'avoir pendant des années traîné dans cette région-là du monde, et d'ailleurs, je n'ai pas un secret, j'attends le jour où je pourrai y revenir. Hein. J'ai plein d'amis par là-bas, dans les tribus. J'ai eu l'idée, le rêve fou, de ramener un petit arbre à encens en Europe. Voyez? Le problème, c'est que ce n'est absolument pas prévu. Et chercher à acheter un arbre à encens là-bas, c'est comme aller à Paris et demander à acheter la Tour Eiffel. Quoi, vous voyez? C'est un emblème national. Hein, et la simple idée de vouloir acheter ça est plus que bizarre. Donc, je ne vous dis pas combien de centaines d'heures j'ai passé à errer un peu partout pour trouver mon petit arbre à encens. Puis, j'ai fini par trouver quelqu'un qui voulait bien m'en vendre un tout petit. Puis, j'ai eu mille et une peine du monde à le faire venir en Europe. C'est patrimoine de l'UNESCO et je vous ne dis pas d'autres soucis. Mais finalement, il est arrivé. Et donc, voici un petit aperçu de ma modeste tanière. Hein. Alors, l'image peut avoir l'air banale, mais j'ai passé des centaines d'heures pour bricoler ce petit environnement. Donc, évidemment, il y a le petit arbre qui est au fond. Devant lui, juste devant lui, vous voyez une petite caméra. Ben oui, il faut le surveiller à distance. Quoi, hein. À côté de la caméra, vous voyez un œuf en terre cuite. En fait, cet œuf en terre cuite abrite un premier système d'arrosage télécommandé
par Wi-Fi. Donc, même si je suis à des centaines de kilomètres de l'arbre, par exemple, maintenant, je peux déclencher l'arrosage. Hein. À côté de l'œuf en terre cuite, vous verrez, il y a un truc bleu. Hein, c'est un humidificateur d'air parce qu'il faut essayer de dupliquer le climat très particulier. Derrière l'arbre, on le voit à peine, mais il y a une brique hein, qui est posée. En fait, cette brique cache un deuxième système d'arrosage de secours. Quoi, hein. À côté, à gauche de la brique, il y a un autre œuf en terre cuite. Il abrite un deuxième système d'humidification. Le meuble dégueulasse en bois cache un appareil de chauffage. Quoi, hein. Au-dessus, vous le devinez, il y a 3 éclairages horticoles différents. Quoi, hein. Également, toujours dans le meuble dégueulasse, il y a aussi un réservoir d'eau en cas de coupure prolongée d'eau, confinement et que sais-je. Hein. Il y a 2 parois en verre consécutives qui protègent l'arbre parce qu'il déteste les courants d'air, notamment le courant d'air froid. Pourquoi il y en a 2 et pas une seule? C'est pour que je puisse faire des travaux. Donc, j'enlève la première, je fais le nécessaire. Vous voyez, système de sas. Hein. Et puis aussi, si on s'éloigne un peu, la machine infernale au premier plan, c'est une machine à miner des crypto-monnaies. Je suis passionné de crypto-monnaies et donc la chaleur du minage de Bitcoin réchauffe l'arbre et, j'allais dire, occupe mes nuits. Hein. Vous voyez à quoi passent leurs nuits les autistes. Hein. C'était un petit aperçu. C'est passionnant, mais aussi on apprend beaucoup de comment cette plante sortie de son environnement, justement on parlait de l'environnement, et voilà, elle a besoin de beaucoup d'efforts d'adaptation pour vraiment continuer à grandir, donc c'est une belle image. Oui, tout à fait. La plante fait des efforts, mais elle est très fragile. Hein. Si jamais la température descend sous les 18 degrés, elle meurt. Quoi, hein, voyez. Donc, c'est une belle image, comme vous dites, de cette différence. Hein. À chaque personne de faire un effort vers l'autre. J'aime bien la métaphore du tunnel. Vous voyez, quand on creuse un tunnel, il y a 2 équipes. Hein. Chacune creuse vers l'autre et on se rejoint quelque part à mi-hauteur. Hein. Le bon tunnel, c'est ça, 2 équipes. Quand il n'y a qu'une seule équipe, c'est le tunnel des bandits, ce sont les Dalton qui cherchent à s'échapper. Quoi, hein. Je crois que cette métaphore du tunnel illustre un peu ce qu'on pourrait faire pour rendre une société plus accueillante, des efforts des 2 côtés. Bon, si on reprend votre image du tunnel, donc quels sont les efforts que vous faites dans votre quotidien ou que vous croyez que les personnes autistes font? Et quels sont les efforts que nous, les non-autistes, on devrait faire pour vraiment creuser ensemble et arriver vraiment à mieux gérer? Vaste débat. La question que vous posez, c'est une question finalement très politique et il y a toutes sortes de discussions dans le milieu de l'autisme. Jusqu'à quel point est-ce qu'il faut jouer la comédie sociale ou pas? Il y a des gens autistes qui essayent, qui font vraiment de leur mieux, qui s'épuisent à la tâche, qui ont parfois des problèmes de santé, d'anxiété majeure, vous voyez, pour essayer de se plier au cadre normatif social. J'avoue que j'en fais un petit peu partie. Hein, voyez. Mais d'une certaine façon, à moins d'être fils ou fille de milliardaires, il faut avoir un travail, il faut avoir une source de revenus. Donc, si on ne joue absolument pas le jeu social, on finira brutalement exclu. Hein. Et les parcours de vie des personnes autistes adultes qui ne jouent pas le jeu social sont inquiétants. Hein. Pardon de vous le dire avec une certaine franchise ou de façon assez directe. Donc, il faut jouer dans une certaine mesure la comédie sociale. Hein. Selon votre métier, selon votre âge, vous serez plus ou moins poussé à jouer cette comédie sociale. Donc ça, ce dosage, ensuite, c'est à vous. Hein, c'est votre choix de vie. Tout comme on ne peut pas, par exemple, forcer les gens à prendre un traitement médical. Hein, donc, de même, on ne peut pas forcer des personnes, par exemple, autistes, à essayer à tout prix constamment de singer des personnes qui ne sont pas comme eux. Hein, mais je pense qu'il y a
quand même un petit ou même un gros effort à fournir. On peut aider la personne dès son plus jeune âge par des apprentissages, par un suivi. Peut-être vous direz coaching, pourquoi pas, mais bon, il faut se méfier de beaucoup de coachs. Ça, c'est encore un autre débat. Hein, voyez. C'est donc humainement possible, je pense. Oui, ça demandera des efforts, mais je crois que ces efforts, d'une certaine façon, sont aussi très constructifs pour qui l'on est. Et de notre côté, par rapport maintenant aux personnes, on va dire non autistes, hein, évidemment, il faut connaître les choses de base sur le fonctionnement de la personne autiste. Tout comme, par exemple, si vous voulez avoir des liens avec des Japonais ou si vous voulez avoir un business au Japon, il faut connaître un peu, au moins un tout petit peu le Japon, comment ça fonctionne, quelle est la culture, qu'est-ce qu'ils parlent comme langue là-bas, qu'est-ce que vous avez proposé à manger quand je dirais, vos amis ou alors vos invités japonais viendront, quoi, hein, voyez? Donc, il y a un nombre minimal de connaissances, hein. Dans l'environnement business, il y a quelques années, il était très à la mode de découvrir la culture chinoise. Bon, maintenant, ce n'est plus tellement à la mode, mais l'idée de base me semble très intéressante, quoi, d'avoir une sorte de grammaire fondamentale de la culture autistique ou alors culture sourde. Hein, vous voyez, là, l'univers des personnes sourdes, malentendantes, c'est une culture fascinante. Hein, je découvre tous les jours des aspects. Hein. Donc, vous voyez, c'est une sorte de plurilinguisme ou pluriculturalisme auquel nous sommes conviés. Et si on devait aujourd'hui donner trois idées, trois couleurs de cette culture autiste, ce seraient lesquelles? Ah, déjà, une première chose, c'est que la personne autiste a une différence fondamentale par rapport aux gens non autistes. C'est que la joie que les non autistes tirent de la socialisation, le fait que discuter avec des amis, ça remonte le moral, et bien souvent, la personne autiste ressentira la même joie lorsqu'elle pourra s'adonner à ses centres d'intérêt. Voyez? Donc, quand vous êtes crevé après une journée difficile, quand vous avez besoin, comme on dit, de recharger les batteries, que ferez-vous? Vous allez discuter avec des amis, des membres de votre famille, que sais-je, en tout cas socialiser. Ça, c'est naturel chez les non-autistes. Par contre, chez les autistes, la socialisation ne va que rajouter de l'épuisement, vous voyez, ça, c'est une différence fondamentale. Donc, respecter le fait que la personne autiste puisse préférer être seule un certain temps par jour, puisse s'adonner à ces centres d'intérêt. Voyez? Donc ça me semble tout à fait majeur, hein, comme premier élément de compréhension, hein, de cette différence. Hein. Peut-être deuxième élément de compréhension, il ne faut pas croire que la qualité du langage oral définisse l'intelligence des gens. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez être une personne très intelligente et soit parler peu, soit ne pas parler du tout. Il y a des gens autistes à qui on n'a pas appris le langage oral ou pour d'autres raisons, il faut s'interroger sur lesquelles, hein, mais on ne va pas faire un cours sur l'autisme ce soir. Hein. Ces personnes, en tout cas, peuvent ne pas parler, mais ça ne veut pas dire que ces gens soient bêtes, quoi. Vous voyez, il n'y a aucune corrélation entre intelligence et capacité à discourir pendant des heures, quoi. Hein, ça n'a rien à voir. Hein. D'ailleurs, si j'ose être méchant en politique, on en a la preuve hein, qu'il y a des gens qui parlent beaucoup, mais en termes d'intelligence, bon, j'arrête là. Mais ça, c'est peut-être un deuxième point. Et un troisième point, si j'ose dire, puisque vous m'avez demandé 3 points, hein, je pense qu'il faut connaître les particularités sensorielles de la personne. Hein, sensorielle vraiment au sens large, hein, alimentation, nourriture. Voyez, si vous êtes parent d'un enfant autiste, vous savez de quoi je parle. Il peut être extrêmement difficile de faire manger un enfant autiste. Il peut avoir qu'un seul aliment qu'il accepte,
quoi, voyez. Donc, connaître ses particularités aussi visuelles, auditives, tactiles sur le plan des vêtements, hein, par exemple, c'est très important. Chaque personne autiste est unique, hein, mais pour ainsi dire, toutes les personnes autistes, sauf il y a quelques exceptions, mais l'immense majorité présentent des particularités sensorielles qu'il convient de connaître. Évidemment, si par exemple on impose un mauvais vêtement au sens inapproprié, hein, où il y a par exemple une étiquette qui gratte depuis des heures et des heures, que fera l'enfant? Ben, il arrachera ses vêtements et on dira, ah, comportement inapproprié, etc. Non, mais il faut comprendre ces spécificités de fonctionnement. Et ensuite, on peut mieux fonctionner ensemble. Exactement comme avec les Japonais ou avec Oui. les Kanaks ou avec d'autres types de gens encore. Mhm. Merci Joseph. Pendant la discussion, on a dit plutôt, on utilisait les termes autiste et non autiste. Il y a plein de termes neurotypiques, personnes en situation ayant des troubles de spectre autistique. Est-ce que les termes sont importants? Et si oui, quel terme préférez-vous? Quel est votre avis sur ce Euh, point-là? Permettez-moi d'avoir peut-être une opinion un peu hétérodoxe sur la matière. Je pense que la pire des choses, c'est de traumatiser les gens en voulant jouer à la police du langage. Voyez, je discutais ce matin avec des amis handicapés ayant toutes sortes de handicaps. On en est arrivé à un tel stade dans le politiquement correct que les gens ont parfois peur de rencontrer des personnes handicapées, non pas à cause de la peur du handicap, mais de ne pas savoir quel vocabulaire utiliser quand ils seront en face d'eux. Non, c'est pas possible qu'on continue comme ça. Sentez-vous à l'aise, utilisez les termes qui vous viennent naturellement à l'esprit. Il ne faut pas qu'on coupe des liens humains ou qu'on se sente terrorisé parce qu'on aurait utilisé tel vocabulaire plutôt que tel autre. Je pense que ce n'est pas une façon appropriée de procéder. À titre personnel, j'utilise un terme, je pense, tout à fait simple. Je préfère dire autisme. Voilà. Dans le charabia médical, on vous dira par exemple le trouble du spectre autistique TSA. Pourquoi pas? Bon, c'est un terme médical. C'est comme dire SDF plutôt que clochard. Bon, c'est pareil, quoi, hein, mais ça fait plus, je dirais, technique de dire SDF, hein, mais en dernière instance, les deux dorment à la rue, quoi, hein, voilà. Donc, j'allais dire, ne nous laissons pas, j'allais dire, embourber par des querelles terminologiques. Ce qui compte, ce sont les gens, quoi, hein. Et d'ailleurs, pour aller peut-être encore plus loin, quoi, hein, il y a beaucoup de gens qui ont des diagnostics qui ne sont pas exacts. Mais à la rigueur, j'allais dire, tant que les solutions d'inclusion sont présentes, quoi, hein, ce n'est pas le plus important que le label, surtout chez des adultes. Je travaille avec des étudiants, quoi, nombreux, j'en vois beaucoup, hein. Ben, je peux vous dire qu'il y en a qui sont autistes, mais de façon tellement frappante que ça se voit à 500 mètres. Mais administrativement, ils sont par exemple enregistrés dans les fichiers informatiques comme étudiants dyslexiques. Bon, je veux dire, voilà, pour moi, c'est avant tout un étudiant, par exemple, qui aime faire beaucoup de choses, qui a un bel avenir. C'est plus important, je crois. Merci beaucoup. Vous êtes devenu vraiment une source d'inspiration pour beaucoup, pour de nombreuses familles, pour des adultes et des adolescents qui sont autistes. Et donc, du coup, on a reçu beaucoup de questions et ils sont à la demande des pistes, des conseils. Donc, j'ouvre ce petit chapitre, hein, si vous me permettez. Et donc, du coup, vous avez parlé des enfants ou des personnes qui peuvent être non-verbales, qui sont verbaux, mais qui ne parlent pas trop. Donc, justement, on avait une maman d'un adolescent qui disait c'est compliqué parce que mon enfant est verbal, mais je ne sais pas comment le stimuler, je ne sais pas comment faire pour encourager son langage. Donc, je ne sais pas si vous avez des pistes ou des conseils pour cette personne.
Oui, alors déjà une chose très importante qui me semble à souligner, hein, c'est que le fait de ne pas parler ça n'empêche pas la personne en général de bien comprendre le langage, hein, au sens passif, hein, compréhension passive. Hein. Ce qui montre que, premièrement, la personne a les compétences intellectuelles pour traiter le langage, et deuxièmement, ça prouve aussi que la personne connaît déjà le langage. Oui. Oui, et ça, c'est fondamental. Donc, dire personne non verbale, ce n'est pas tout à fait exact, hein, parce que la personne est verbale. Comment faire pour que la personne, je dirais, s'exprime davantage? Alors là, il y a plusieurs choses. Il y a toutes sortes de méthodes qui ont été développées pour l'enfance notamment. Hein. Alors, la plus connue, en tout cas non, mondialement, la plus utilisée, c'est le VB. Hein. Donc, deux lettres, V et B. V comme Victor, B comme Béatrice. Hein. C'est l'acronyme de Verbal Behavior. Hein. C'est une méthode d'apprentissage du langage oral. Alors, bon, je ne vais pas forcément jurer uniquement par ça. Hein. Vous pouvez apprendre la communication par toutes sortes de biais. Il y a des systèmes de communication par image, sachant que dès que le premier contact par image est établi, les mots peuvent venir ensuite assez vite. Hein. Donc, il y a toutes sortes de tutoriels et les bons professionnels, hein, ils sont encore un peu rares, hein, mais les bons professionnels peuvent tout à fait représenter une aide. Les familles, les associations hein, qui sont déjà passées par là peuvent vous fournir une aide massive. Hein. Ensuite, quand l'enfant est devenu plus grand, par exemple à l'adolescence ou à l'âge adulte, hein, vraiment c'est un peu rapide ce que je dis, hein, mais bon, on va pas faire la formation ce soir. Hein. Une chose, on peut apprendre le langage à tout âge. Hein. Il ne faut pas croire que quand on n'a pas appris à parler jusqu'à l'âge de 5-6 ans, c'est fichu. Non, ce n'est pas vrai. Hein. Évidemment, il vaut mieux apprendre dans l'enfance, mais je connais un certain nombre d'adultes hein, qui ont appris à parler à 30 ans passés. Quoi. Alors, bon, évidemment, bon, avec difficulté, mais néanmoins, quand un langage est fonctionnel, quand la personne peut commander une pizza, c'est génial. Quoi, hein. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Donc, c'est possible. Ceci étant, à l'adolescence et à l'âge adulte, peut-être que les apprentissages se feront mieux s'ils prennent appui sur le centre d'intérêt de la personne, premièrement, et deuxièmement, si ces apprentissages peuvent avoir lieu dans un cadre autre que purement familial. Voyez, quand on a 15, 20, 40 ans, on n'a pas forcément vocation d'avoir pour unique interlocuteur ses parents. Quoi. Voyez, c'est qu'on soit autiste ou pas d'ailleurs. Hein. Ce point-là me semble tout à fait crucial. Bon, c'était très rapide, mais je préfère ne pas entrer dans le détail. Mais c'est parfait. Et une dernière question avant d'ouvrir le temps des questions-réponses en direct. Une maman d'un enfant autiste Asperger s'inquiète un peu parce qu'elle se demande si il faudrait qu'elle encourage son enfant à assumer son diagnostic et donc du coup vraiment parler librement à l'école et vraiment, comment dire, vraiment l'accepter et l'incarner. Ou si vraiment elle craint que ça les renfermait trop. On disait au début de notre discussion que ça devait être une particularité et pas être renfermé que dans cette étiquette-là. Donc, qu'en pensez-vous? Quels seraient les conseils par rapport à son positionnement à l'école? Ah, merci. Alors, de façon générale, c'est dit rapidement, mais il y a quand même une très longue expérience derrière. Hein. De façon générale, ce qui est conseillé, c'est d'en parler aux autres élèves. Alors, quand je dis en parler, vous pouvez dès le premier jour, dès le jour de rentrée, faire une présentation sur l'autisme sans nécessairement désigner du doigt l'enfant concerné. Vous pouvez le faire de façon abstraite. Alors, il y a certains enfants qui sont absolument extraordinaires, qui lisent une lettre ouverte hein, devant la classe. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Mais en tout cas, quand on fait cette sensibilisation, hein, bien, vous pouvez m'en croire, les enfants savent accueillir la différence et les ados aussi. Et j'oserais même dire que souvent les enfants savent mieux comprendre le handicap que les adultes.
Et alors, ça casse un peu l'ego des adultes, mais c'est une bonne nouvelle, quoi, je pense. Combien de fois je suis allé dans des écoles et s'il n'y avait pas ce satané virus, j'y serais au moins une journée par semaine, quoi, ouais, dans des écoles à parler à des enfants, des ados. Combien de fois je suis allé dans ce genre d'établissement scolaire et je peux vous dire que jamais je n'ai été mal accueilli, quoi, hein. Vous connaissez sans doute le film Hors Norme. Vous voyez, c'est un film Oui, c'est euh, génial. extraordinaire, quoi, hein, qui montre l'effet magique de la différence, l'effet magique de l'autisme sur des jeunes non autistes qui étaient en perdition socialement parlant, hein, vous voyez, très petite délinquance, etc. En tout cas, qui dérapaient, quoi, hein. Et Mm. on voit comment la présence d'une personne différente, d'une personne autiste, donne à réfléchir. Et j'ai vécu des phénomènes très similaires dans les classes, hein. Quand vous venez parler de l'autisme, quand vous venez parler du handicap de façon tout à fait directe et humaine, eh bien, celui qui était considéré comme le plus grand cancre de la classe, il écoute, il pose des questions. Et ensuite, les autres profs me disent, mais Joseph, comment t'as fait? Ouais, j'arrive pas à faire cours devant cette classe, quoi. Mais oui, mais justement, peut-être que si l'école se centrait sur ce qui est humain, sur ce qui est finalement important, hein, peut-être que les résultats scolaires seraient très différents pour tout le monde. Mhm. Merci beaucoup, Joseph. Et comment expliquer, une maman nous écrit aussi, nous demande, comment expliquer à mon enfant qui vient d'être diagnostiqué qu'il porte cette particularité? C'est-à-dire, là, c'est la maman à l'enfant. Oui, alors il y a tout simplement des outils adaptés à l'âge de chacun. À titre personnel, les outils que j'adore, ce sont des petits films, hein. Par exemple, pour expliquer l'autisme à des enfants, pardonnez, vous pouvez choisir en fonction de l'âge l'inspecteur Gadget. Est-ce que vous avez réfléchi? L'inspecteur Gadget est autiste. Et c'est Sophie qui le tire d'affaire, quoi, à chaque fois, quoi. Ah non, il est très fort pour un petit truc technique. Par contre, pour comprendre des situations sociales, c'est pas du tout ça. Et même des situations sociales très simples, hein, il devrait finir par comprendre que le docteur Gang veut l'attraper, quoi. Et il n'a toujours pas compris. Ah, donc ça, c'est exemple inspecteur gadget. Ou alors, vous pouvez prendre, par exemple, cette fois pour, on va dire, des pré-ados, l'extraordinaire film SOS Fantôme, Ghostbusters. Je parle du premier, hein, il est extraordinaire parce que c'est un film non pas sur les fantômes, mais sur l'autisme et le non-autisme. Le personnage principal, Dan Aykroyd, est autiste. Et donc, c'est lui qui a créé cet univers-là, qui a créé le film et qui est principal acteur du film. Et ça se voit qu'il est autiste, hein, c'est d'ailleurs assumé, quoi, hein. Et donc, à la façon très savoureuse qu'il parle, il débite constamment des choses très savantes, quoi, avec un air absolument naturel, quoi, hein, voyez. Ça, c'est tellement évocateur. Par exemple, les ados, pré-ados, comme ça, ils comprennent, quoi, hein, voyez, que la scène initiale du film, c'est cette fameuse bibliothèque, voyez. Vous avez sur les marches les non-autistes qui sont en train de discuter, de faire du chahut, puis vous entrez dans la bibliothèque et puis vous allez dans des rayons reculés. Plus c'est silencieux, plus c'est la zone des autistes et donc des fantômes, évidemment, quoi. Vous voyez? Et bon, on peut parler pendant des heures de ce film, mais ça, c'est un exemple de film qu'on peut utiliser pour présenter l'autisme. Il y en a mille autres. Ratatouille. Ah oui. Ratatouille, c'est un rat autiste. Bon, ça, c'est l'un de mes sketchs préférés, quoi, hein, de montrer l'autisme du petit rat, quoi, de Mm. Ratatouille, hein. On pourrait citer, par exemple, autre exemple, cette fois autisme au féminin. Par exemple, moi, j'aime bien Bécassine, quoi, hein. Ça, c'est un exemple d'autisme au féminin absolument typique, saisissant, quoi. Ou alors, toujours dans le même registre, Amélie Poulain, quoi, hein. Ouais. Alors, la particularité du film d'Amélie Poulain, c'est que non seulement il y a un personnage autiste, mais que le film tout entier soit tourné de la perspective Mm. de cette personne, d'où des couleurs différentes. Et avec des
petite particularité, le fait qu'à aucun moment les amoureux ne se parlent dans le film. C'est pas une erreur, c'est pas une gaffe, quoi. Hein, vous voyez? Donc, et on peut interpréter comme ça les choses et c'est comme ça qu'on peut donner, à mon sens, par le biais de petites histoires, à comprendre ce que peut être la différence. Et quand on y réfléchit un petit peu, on trouve pour tous les âges de la vie un support comme ça, visuel. Imagine une petite histoire, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, c'est une super idée d'utiliser les films comme base. Il y avait d'autres commentaires sur Mon petit frère de la Lune hein, aussi. Ouais, C'est ça, super. c'est un excellent, excellent petit film. Il y a deux petits films espagnols que je trouve excellents. Le voyage de Maria. Ah oui, Vous le oui. trouverez sur YouTube aisément. Un autre petit film espagnol du même réalisateur, c'est l'Académie des spécialistes. Ah, je connais Ça, pas. c'est c'est génial, quoi, où on vous montre une classe fictive où il y a aussi la petite Maria, entre autres, mais elle n'est plus la seule. Hein. Il y a toute une, je dirais, toute une joyeuse bande d'enfants autistes. Et ça, ce film-là, ce qui est absolument bien, c'est que ça montre la diversité des profils. Hein. C'est pas une personne, hein, c'est toute une classe, quoi. Hein. Et ça marche. J'ai testé l'Académie des spécialistes aussi bien auprès des petits qu'auprès des adultes. Ça marche pour tous les âges. Hein. Ça, c'est le côté chouette de ce film. Hein. Enfin, donc, vous voyez, des ressources visuelles, des histoires, il y en a beaucoup. Hein. Et on peut rendre ces rencontres très vivantes hein, avec ces supports-là. L'Académie des spécialistes, les gens demandaient les titres. Ouais. Oui, c'est exactement ça. C'est super comme idée. On va faire un article récapitulatif sur notre blog pour reprendre tous les conseils. Donc, ne vous inquiétez pas qu'on va essayer de faire une synthèse et que la vidéo aussi sera un replay. Donc, vous pouvez voir et revoir. Aussi, vous avez commencé à parler du bonheur au début de notre discussion. Et c'est justement un des points qui est revenu dans les questions qu'on a reçues. Tout parent souhaite que l'enfant soit bien dans ses baskets, qu'il ait un bien-être et qu'il soit heureux. Et souvent, les parents des enfants avec des besoins spécifiques ils souffrent de voir cet environnement qui fait toujours... qui complique un peu l'existence. Et donc, du coup, quels seraient vos conseils? Vous savez pas parler de l'importance de la joie et j'aimerais revenir sur ce point-là. Oui, ça c'est vraiment merci d'avoir posé cette question. C'est peut-être la question la plus importante, mais on ne la pose pas beaucoup, c'est dommage. Hein. Donc, voyez, quand je suis avec des ados, ou des jeunes adultes, j'aime bien leur parler d'une japonaise Marie Kondo. Vous la connaissez sans doute. Hein. Parfois on dit Marie Kondo, parfois on dit méthode Kondo. Vous voyez, la papesse du rangement, pour le dire un peu rapidement. Vous voyez sans doute qui Ah est oui, Marie Kondo. Hein, voilà. Et donc, Marie Kondo, elle décrit, il faut lire ses livres, hein, pas pour avoir les techniques de rangement, mais pour avoir la philosophie générale. Hein. Donc, dans ses livres, elle décrit la joie qu'elle ressent lorsqu'elle peut s'adonner à son centre d'intérêt, donc le rangement, et la joie qu'elle ressent lorsque le résultat est atteint, lorsque l'environnement est approprié pour elle. Hein. Et elle compare cette joie profonde à ce que ressent son petit frère, qui est un gamer passionné, paraît-il, hein. Peut-être autiste, ça je ne sais pas, hein, mais en tout cas, elle a bien compris que c'était la même joie, quoi, hein. Pourquoi j'aime parler de Marie Kondo? Hein, parce qu'il y a un point très profond dans son œuvre. Hein. C'est que depuis qu'elle est toute petite, elle a cette passion pour le rangement. C'est pas comme ça que vous allez faire carrière. Quand on veut faire carrière, on peut faire carrière, je ne sais pas, dans la banque, dans l'administration, oui, ce genre de domaine, mais pas en faisant du rangement, quoi. Voyez? Donc, en apparence, Marie Kondo était à côté de la plaque. Et d'ailleurs, son entourage ne la supportait pas à cause de ça, parce qu'elle contrariait tous les projets d'avenir que les parents avaient formulés. C'était pas jugé correct, quoi, hein, pour une jeune fille brillante, de vouloir faire du rangement, quoi. Hein. Mais elle a persévéré. Et le résultat, il est là. Et même sur le plan bêtement financier, bon, osons le dire, même sur le plan bêtement financier, elle gagne beaucoup plus qu'un patron de banque aujourd'hui. Hein.
même sur ce plan bêtement là, hein, vous voyez, c'est vous dire qu'en suivant votre étoile, je pense que la réussite sera bien plus présente, bien plus incarnée qu'en regardant par exemple des tableaux statistiques. Ah, cette formation, elle a un taux d'emploi de 95%, donc mon enfant doit suivre cette formation. Non, si on raisonne comme cela, ça ne va pas bien se passer parce qu'on ne peut pas forcer un humain, autiste ou pas, à faire des choses qu'il n'aime pas, qui ne sont pas dans ses cordes, pour lesquels on n'a aucune affection, quoi, hein, voyez. Donc, suivre son étoile, ça me semble intéressant. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit un petit peu, il y a quantité de métiers, d'activités qu'on peut exercer pour gagner sa vie en faisant ce qu'on aime faire, voyez. On pourrait dresser une petite liste comme ça d'activités auxquelles personne ne pense, mais que des autistes parfois exercent, hein. Et ça serait une sorte de chouette brainstorming collectif à mener, quoi, hein. Donc, oui, je crois qu'une existence heureuse est possible lorsque on est porteur d'une différence et j'oserais être un peu plus taquin que cela, hein. Au cours de toutes ces années où je suis allé à droite à gauche pour parler de l'autisme, j'ai découvert la très grande détresse de beaucoup de gens dits normaux. Voyez? Il y a des gens dits normaux qui ont une vie triste à mourir, quoi, hein. Et même des gens puissants. Je ne donnerai pas de nom, mais au cours des années écoulées, j'ai rencontré toutes sortes de gens très puissants, hein, au sommet de la politique. J'ai rencontré toutes sortes de prix Nobel, des milliardaires, etc. Je peux vous dire que leur vie est d'une tristesse infinie, quoi, hein. Donc, ne croyons pas que les traditionnelles hiérarchies sociales soient un réel signe de réussite, hein, voyez. Je pense que il faut croire en la magie du monde, quoi, hein, et accepter qu'on puisse vivre une vie qui ne ressemble à nul autre pareil. Et ça, finalement, ce n'est pas génial, quoi, comme projet de vie, hein, voyez. Et c'est beaucoup plus lumineux que de vouloir entrer dans une catégorie prévue par une grille administrative. J'aimerais rester sur ce message vraiment des joies, des portes vers l'espoir, vers les possibles, de vraiment essayer de s'accepter et de mettre en valeur tous les points forts et pour vraiment essayer d'encourager les parents, les ados qui nous suivent, les adultes qui nous suivent, qui nous regardent ce soir, vraiment sur cette piste, Joseph. Merci beaucoup, c'était un échange très, très riche. L'heure est passée à une vitesse phénoménale. Merci beaucoup pour votre accueil, pour cet échange. Et comme on dit, bienvenue en Autistan, quoi, hein. La route de découverte est infinie. Elle nous mène toujours là où on n'avait jamais envisagé d'aller, hein. Et découvrir ces contrées de la différence humaine, c'est l'aventure d'une vie. En tout cas, vraiment, merci à tout le monde d'avoir rendu possible cette rencontre. Et merci beaucoup à vous tous parce que vous avez été très nombreux. On a reçu énormément de questions. J'essayais de poser les maximums, mais voilà, 60 minutes, c'est bref. Merci beaucoup, Joseph. Merci à toute l'équipe Optoys de votre soutien, de tous les. Voilà, ça, c'est un travail qui est fait vraiment pas. Je suis que l'image, mais il y a plein de monde derrière aussi qui travaille. Et deux messages avant de finir, vous dire que la vidéo sera un replay sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube et qu'on va faire un article récapitulatif pour toutes ces sagesses, tous ces bons conseils, vraiment essayer de le rendre aussi accessible pour tous en les mettant par écrit sur notre blog. Et la joie vraiment de ces lives, personnellement, je vous remercie de cette opportunité. J'étais vraiment touchée et vraiment, c'était passionnant, Joseph. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt, bonne soirée. Merci. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir.